immatériels. Alors, nous allons parler dans ces cas de 3 grands secteurs que l'on trouve chez nous et qui valent bien son pesant d'or pour que nous puissions en parler maintenant dans cette émission. Nous avons les commerces, nous avons l'éducation et nous avons la santé. Nous allons parler de ces 3 services d'une manière particulière. Le premier, c'est le secteur de commerce. Alors, ce secteur est une activité qui consiste à acheter et à vendre des marchandises, des denrées, des valeurs, des services, etc. en vue de réaliser un profit. Lorsque on veut réaliser un profit, alors on fait ce qu'on appelle le commerce. Alors, dans ces pays où en RDC, il existe le commerce intérieur et le commerce extérieur. Le commerce intérieur, c'est ce qui se fait à l'intérieur du pays. Vous allez acheter des cossets de manioc à Bandundu et puis vous venez les vendre à Kinshasa. Vous achetez à un prix bas au niveau de Bandundu à Kikwit ou dans les Kwilu et vous revenez avec ça ici. Vous vendez à un prix raisonnable, à un prix qui est autre que ce qu'on a acheté avec à Bandundu. Donc, ces commerces intérieurs s'opposent directement au commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est un commerce qui s'est fait à l'étranger, c'est-à-dire des biens qui viennent d'un pays ou qui partent d'un pays vers un pays étranger constituent ce que nous appelons le commerce extérieur. Alors, le premier point, le commerce intérieur. Dans le commerce intérieur, nous divisons ça en deux parties. Il y a d'abord les échanges intra-provinciaux, c'est-à-dire les échanges entre les campagnes et les villes à l'intérieur d'une même province. Ça, c'est ce qu'on appelle le commerce intra-provinciaux. Les commerces ou les échanges interprovinciaux, ce sont des échanges qui se font d'une province à une autre. Les campagnes sont des réservoirs de produits agricoles et les villes sont les réservoirs de produits manufacturés. Alors, pour faciliter le commerce intérieur, les voies routières sont le plus utilisées comme que les autres voies, telles que la voie ferrée et fluviale. Les routes sont impraticables pendant des saisons pluvieuses et elles freinent les échanges. Cette situation a pour conséquence l'inflation, la détérioration des qualités des produits et les termes d'échange, surtout pour les paysans. Donc, ici, dans les commerces intérieurs, on les caractérise en deux. Il y a d'abord des échanges intra-provinciaux. Vous achetez une chèvre à Kikwit et vous les vendez à Bandundu. Là, vous avez fait ce qu'on appelle un commerce intra-provincial. Tandis que lorsque vous achetez une chèvre à Kikwit ou au Kwilu et que vous venez les vendre à Kenge ou encore à Kinshasa, ça ce sont les échanges interprovinciaux. Le commerce extérieur, par contre, il présente l'image
d'une économie de traite à cause de l'exportation des produits destinés aux industries de la métropole, à l'exemple du cuivre, du cobalt, de l'or, du café, du thé, de l'EVA, etc. L'importation de produits manufacturés issus des industries de la métropole sont les pièces de rechange, les appareils électroménagers, les vêtements, etc. Donc, ici, lorsque nous parlons des échanges ou les commerces extérieurs, ce sont des échanges qui se font entre deux pays. Nous avons la RDC qui vend son cuivre, par exemple, aux États-Unis ou à la Belgique ou à la France. Alors, je vais vous donner un peu les différentes formes de ces commerces-là. Alors, pour les différentes formes, nous avons d'abord, nous nous basons sur les prix. Par exemple, pour la forme minérée, nous avons les cuivres qui se vendent à l'international à 11 800 $ la tonne. Le cobalt à 41 300 $ la tonne. L'or, 1 gramme, c'est 99,34 $. La tantale, c'est 227 $ le gramme. Et les diamants dépendent de la qualité du diamant. Et ça varie entre 2 000 € et 25 000 €. Nous avons un carat qui varie entre 2 000 € et 25 000 €. Ça dépend de la qualité, c'est-à-dire la clarté. La clarté, ça dépend de la qualité de ces diamants. Par exemple, les diamants bleus se vendent très cher. Et là, vous avez la première forme qui est les minéraux. Deuxième forme, ce sont les produits agricoles. Dans les produits agricoles, nous avons les cafés qui se vendent à 4,08 $ par kilo. Nous avons, ça c'est les cafés Arabica, tandis que les cafés Robusta se vendent à 2,10 $, par kilogramme. Les cacao se vendent à 9,39 $ par kilo. L'huile de palme, c'est entre 970 à 1000 $ par tonne. Le thé, c'est 2,50 $ par kilo. Le caoutchouc, c'est 1,10 $ par kilo. La papaïne, c'est 23,16 € le kilo. Et le quinquina, 1,6 € par kilogramme. Donc, là, vous pouvez comprendre que à l'international, si vous êtes en train d'exporter beaucoup de biens, vous aurez aussi beaucoup d'argent. Mais toutefois, il y a un bémol que nous devons souligner ici. Lorsque on vend nos produits à ces prix-là, les produits manufacturés, fabriqués en Europe, coûtent énormément cher. Donc, ça avale tout ce que nous produisons là. Pour acheter seulement un véhicule, il faut produire autant de milliers de tonnes de café pour avoir un véhicule qui se vend autour de 25 000 € ou 25 000 $ la pièce.
Donc, vous voyez que il y a, dans les commerces internationaux, il y a vraiment des problèmes au niveau de la vente. Nous vendons à moins cher et nous achetons à très cher. Voilà ce que je pouvais dire dans ces commerces extérieurs. Alors, les points d'entrée et de sortie des marchandises du pays et à l'extérieur du pays sont le port de Matadi, le port de Boma, Goma, Uvira, Zongo, Kalemi, Dilolo, Kasumbalesa, Sakanya, Kasongolunda, Kaemba, Aru, l'aéroport de Njili, le beach Ngobila, le port de Lobito, le port de Dar es Salam, le port de Beira, le port de Pointe-Noire, etc. Ce sont là les points d'entrée et de sortie des marchandises qui entrent en RDC. Alors, l'importation, notez bien que l'importation de denrées alimentaires prend une croissance inquiétante et cela montre la faiblesse de l'économie et de l'industrie congolaise que nous avons fustigé déjà dans les émissions passées. Alors, les partenaires commerciaux de la RDC sont l'Union européenne, la Chine, l'Inde, Japon, les États-Unis d'Amérique, le Canada et nos pays voisins. La balance commerciale de la RDC reste déficitaire et nous devons relever ces défis pour que notre balance soit excédentaire. Il faudrait que nous puissions produire les biens, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits industriels, pour que nous puissions aussi vendre à l'extérieur des produits de haute valeur ou des grandes valeurs ajoutées et créer des richesses dans notre pays. Alors, dans ces domaines du commerce, nous avons aussi le secteur forain. Le secteur forain en RDC est en cours de restructuration avec la modernisation de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, comme projet phare visant à faire un carrefour commercial, régional et mondial au niveau de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Alors, les initiatives de restructuration sont, il y a d'abord la modernisation de la FIKIN en grand centre d'exposition et de commerce. C'est à la FIKIN que nous avons, à notre jeune âge, nous avons vu pour la première fois les cobaltes, les diamants, tout ce qu'on exposait là. Il y avait un pavillon uniquement pour ces minéraux qu'on exploite chez nous ici. Et chose qui n'existait plus aujourd'hui. Donc, on doit nécessairement réhabiliter ça. Il y a l'intégration internationale avec la réintégration dans l'Union des foires internationales. C'est-à-dire que nous étions partis de cette union. Maintenant, nous devons revenir à l'union pour que nous puissions valoriser nos produits aussi. La promotion du savoir-faire local en utilisant les foires pour mettre en valeur le produit congolais, renforçant ainsi l'image du pays. Pas seulement ça, développer des foires provinciales dans nos provinces, dans nos différentes provinces. Il y avait aussi un projet qu'on puisse créer des foires là-bas. Alors, avec cette modernisation, nous devons créer des foires au niveau de chaque province. Ainsi, le secteur forêt en RDC fait principalement référence aux activités liées aux foires commerciales, expositions et marchés temporaires. La caractéristique ou les caractéristiques principales de ces activités, ce sont les activités commerciales temporaires. Ces secteurs englobent
les manifestations commerciales, industrielles, agricoles et artisanales organisées sur des sites dédiés pour une durée limitée. Par exemple, l'Afikine. Et dans l'Afikine, on trouve dans tous les pavillons des expositions des différentes entreprises, des différents produits agricoles, des différents produits industriels, des différents produits artisanaux que nous pouvons nécessairement valoriser pour que notre pays aussi ait un espace où on parle de ces produits locaux. Il y a la plateforme d'échange. Ce sont des lieux de rencontre, d'innovation et de découverte pour les grands publics, c'est-à-dire les opérations économiques nationaux, les opérateurs économiques nationaux et étrangers, ainsi que les entreprises peuvent venir et organiser des plateformes d'échange. Il y a la promotion du savoir-faire local et promouvoir les produits et les services locaux, stimuler le commerce intérieur et extérieur, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous devons savoir que notre pays a des ressources. On ne comptera pas seulement sur les ressources minières et agricoles, on peut compter aussi sur les services. Et c'est comme ça que nous avons parlé de la foire internationale de Kinshasa et des activités des secteurs forains. Donc, vous avez là, disons, une branche dans les commerces extérieurs et intérieurs qui peut beaucoup apporter au pays. Après le secteur de commerce, nous avons les secteurs de l'éducation. Les secteurs de l'éducation. Donc, l'éducation, c'est un secteur qui donne aux gens ou aux jeunes et aux adultes la facilité d'apprendre un métier, d'apprendre pour l'avenir et faire des recherches pour le mieux-être de la population. Donc, l'organisation du secteur de l'éducation chez nous, nous avons l'enseignement maternel. Là, on apprend aux enfants à colorier. Il y a l'enseignement primaire où on apprend à l'enfant lire, écrire et calculer. L'enseignement secondaire et professionnel, on apprend aux enfants les généralités. Et vient l'enseignement supérieur et universitaire qui forment des cadres, des spécialistes pour telle matière, pour la recherche, pour l'agronomie, pour la géographie, pour la démographie, pour la géologie, pour les mathématiques, la physique. Et ces cadres, ce sont ceux qui doivent diriger, encadrer et promouvoir le bien-être dans le pays avec leur travail. Alors, l'année scolaire 2025-2026 a inscrit au total à l'école primaire Donc, l'État congolais organise les enseignements et fixe les calendriers tout en déterminant le programme national. Certains établissements d'enseignement sont confiés aux églises. C'est ainsi qu'on parle d'écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimanguistes, islamiques. Certains privés organisent aussi l'enseignement. Quelle est la finalité alors de l'enseignement? Nous devons savoir que la finalité de l'enseignement est la formation harmonieuse de l'homme congolais.
du citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale. Alors, l'enseignement primaire prépare l'homme à l'intégration dans la société et à l'instruction fondamentale. L'enseignement secondaire et professionnel forme les cadres moyens pour la société. L'enseignement supérieur universitaire forme le haut cadre de direction, de gestion, des commandements et des ministères. Il forme aussi des formateurs à tous les niveaux de la vie nationale. Ainsi, si nous pouvons faire les tableaux de notre enseignement, nous pouvons dire que le taux de scolarisation moyen en RDC est de 12%. Et pour certaines provinces, si nous prenons le Congo central, c'est autour de 18%. Au Kwilu, c'est autour de 20%. À la Mongala, c'est 16%. Au Sankuru, c'est 24%. Au Haut-Katanga, c'est 20%. Et à Kinshasa, c'est plus de 24% du taux de scolarisation. Donc, nous pouvons dire que l'enseignement permet à ce que nous puissions avoir des cadres et des sous-cadres compétents pour travailler et booster le développement du pays. Quels sont les problèmes alors qui rongent cet enseignement ou cette éducation ou ces systèmes éducatifs ou encore les secteurs de l'éducation? Les problèmes de l'enseignement sont multiples et variés. Il s'agit du délabrement des infrastructures. Les programmes nationaux ne répondent plus aux besoins du pays et la baisse du niveau de l'enseignement. La déperdition scolaire à cause de la prise en charge des enseignants par les parents. Les diplômes n'est plus compétitifs sur le plan international. Le faible budget alloué à l'éducation nationale, soit de 0,5% à 2%, ne suffit pas à relever les niveaux. Les mauvais traitements ne permettent pas l'épanouissement du personnel enseignant. Mais il y a quand même certaines avancées qui sont palpables. Nous assistons à des progrès palpables dans les domaines de l'enseignement. Il s'agit de la régularité de la paye des enseignants à partir de la bancarisation de 2012-2013. Du dynamisme des écoles conventionnées catholiques par rapport aux autres écoles, par rapport aux écoles officielles qui sont laissées pour compte, qui sont abandonnées. Les secteurs catholiques produisent quand même, disons, des élèves de qualité. De la faible augmentation des salaires et de la modernisation ou réaménagement de certaines écoles jadis en lambeaux. Et ce qui est beaucoup plus palpable, c'est actuellement on assiste à la gratuité de l'enseignement primaire. C'est-à-dire que mais cette façon de faire, cette politique de la gratuité a amené beaucoup d'élèves à accéder à l'enseignement. Et c'est comme ça que nous sommes passés d'un taux de scolarisation de 10% à 12% de les pays, et ça observe différemment dans toutes les autres provinces de la RDC. Notez bien, valoriser la fonction enseignante en lui octroyant un statut spécial serait une bonne politique pour la RDC. C'est-à-dire que les politiques doivent recourir à la manière dont on traitait les enseignants par le passé. L'enseignant était un homme digne,
un homme respecté, respectable. Donc, il suffit seulement d'une volonté, d'une petite volonté politique pour que l'enseignant redevienne enseignant. Parce que maintenant, l'enseignant n'est pas loin d'un clochard. Mais si on essaye de réhabiliter, hein, de valoriser cette profession enseignante en octroyant à l'enseignant un salaire capable de nouer les débuts, ça sera le début du mois. Le début du mois, ça sera vraiment une aubaine et ça sera le relèvement du niveau de l'enseignement de notre pays. Prenons l'exemple des autres pays. En Allemagne, l'enseignant a une place de choix. Prenons la Corée du Sud. Vers les années 80, on avait les mêmes niveaux. Mais pourquoi ils nous ont dépassés? C'est parce qu'ils ont valorisé l'enseignant et l'enseignement. La Chine, tous les autres pays émergents, ils ont valorisé l'enseignement et l'enseignant. C'est comme ça que ça bouge chez eux. Et ils ont apporté des nouvelles technologies dans l'enseignement. Et ces nouvelles technologies permettent à ce que les apprenants aient un niveau assez élevé. C'est-à-dire un niveau, les mêmes niveaux que tous les étudiants du monde, les élèves du monde. Mais chez nous, nous devons arriver à le faire. Amener des outils de formation pour que nous puissions valoriser. Mais, commençons par l'enseignant et par comme ça, l'enseignant va aider l'apprenant à monter et avoir le niveau qu'il faut. Valoriser, donner de la valeur, donner aux enseignants les moyens qu'il faut. Tous les moyens, je ne dis pas seulement les moyens financiers, même les moyens matériels, pour que l'enseignement bouge et que nous puissions bouger aussi. Nous avons par exemple de l'uranium. Chez nous, il y a de l'uranium. Nous avons des têtes pensantes et des gens qui font la recherche. Pourquoi ne pas utiliser les biens que nous avons, l'uranium que nous avons et la tête que nous avons pour que nous puissions faire comme à Hiroshima et à Nagasaki, où la guerre a pris fin parce qu'on a largué des bombes atomiques sur des pays qui provoquaient la guerre. Nous avons tout autour de nous des ennemis. Nous devons être forts. Le Congo doit être fort pour que les pays limitrophes nous craignent. Alors, les secteurs de l'enseignement, de la recherche, doit être un secteur où on doit dépenser des millions et des milliards de dollars afin que nous puissions être en paix. Je sais que vous me regardez partout au monde, mais dites quelque chose. Écrivez-nous pour nous signifier l'endroit où vous nous regardez. Abonnez-vous pour que nous puissions savoir de quel pays vous nous regardez. Aussi, abonnez-vous pour que nous puissions faire toujours des bonnes choses qui vous plairont. Le troisième secteur, c'est le secteur de santé. Pour le secteur de santé, la République démocratique du Congo organise deux types de soins de santé. Il y a les soins de santé préventifs et il y a des soins de santé curatifs. En plus, les organisations ou les organismes d'État, des fondations privées de coopération technique comme la Croix-Rouge, OMS, missions religieuses, les hôpitaux et dispensaires, les établissements privés, etc., s'associent à l'État congolais pour ces soins de santé. Ainsi, nous pouvons dire que l'infrastructure sanitaire est encore insuffisante. Il existe plus de 500 hôpitaux de l'État
des missions et des sociétés privées, 70 cliniques, plus de 400 maternités, plus de 5000 centres paramédicaux et dispensaires, plus de 90 léproseries, plus de 8 sanatoriums et plus de 4 hôpitaux psychiatriques. Les provinces nantis sont Kinshasa, Congo central, Lualaba, Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika, sont des provinces où les effectifs médicaux et paramédicaux sont les plus nombreux. Ces provinces-là sont là-bas. Hein? Ce sont ces provinces-là qui sont là. Kinshasa, vous avez les Katanga, hein? Vous avez au centre ici, et vous avez les Bakongo là-bas. Leur proximité fait que nous puissions avoir vraiment beaucoup de paramédicaux là-bas. Elles sont réparties en zones de santé, c'est-à-dire toutes ces infrastructures sont réparties en zones de santé et chaque zone de santé comprend 50 à 250 000 habitants. Un hôpital général et au moins 3 médecins. Les principaux hôpitaux sont implantés à Boma, Banzangungu, dans le Congo central, Inongo, au Maïndombe, Kenge, au Kwango, à Kikwit, dans les Kwilu, Kinshasa, à Mbandaka, à l'Équateur, à Lisala, à la Mongala, à Kisangani, rive droite et rive gauche, dans la Chopo, à Lubutu, Kindu, à Kasongo, Manyema, Bukavu, au sud Kivu, à Kalimie, au Tanganyika et Kamina dans les Hauts-Lomami, à Loja dans les Sakuru, à Kabinda, à Ngandajika, à Lomami, à Miabi, Bujimai, au Kasaï oriental. Donc, vous avez là, si vous remarquez très bien, vous verrez qu'il y a des points. Des points, c'est là où se trouvent les hôpitaux dont nous parlons. Alors, les soins de santé préventifs. Il s'agit des soins de santé primaires, des programmes élargis de vaccination, les bonnes conditions d'alimentation et la planification familiale. Et vous devez savoir que notre pays est encore moins peuplé. Il y a beaucoup d'espaces que nous devons peupler. Alors, la planification familiale, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Et les gens viennent avec la planification nous tromper pour dire que non, voilà, il faut planifier les naissances parce que vous êtes très nombreux. Non, non, nous ne sommes pas encore très nombreux. Il y a 6 maladies des hommes qu'on doit supprimer telles que le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la coqueluche, diphtérie, tuberculose. Les programmes d'assainissement du milieu sont l'évacuation des ordures, la campagne de lutte contre les maladies contagieuses, les curages des puits et des caniveaux, etc. Donc, pour la salubrité. Ça, c'est dans les soins de santé préventifs. Les soins de santé curatifs consistent à prendre en charge les malades dans toutes les institutions de santé. Alors, lorsque vous prenez les institutions de santé, là aussi, il y a des problèmes graves. Il y a des maladies qu'on ne soigne pas chez nous ici, où on est toujours sorti à l'extérieur. Je vous donnerai un exemple. Ma femme a été vraiment gravement malade. Elle avait, des artères bouchées. Les artères qui amènent le sang au cœur étaient bouchées totalement. Et ici, au Congo, personne ne nous a soignés. Donc, on nous a présenté des pays étrangers et nous sommes allés dans un pays étranger que je ne cite pas ici parce que je ne fais pas la publicité des pays et on l'a opéré du cœur alors que ces opérations-là se faisaient ici chez nous, aux cliniques universitaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour sortir 1 million ou 1 million seulement de dollars, acheter toutes ces machines, tous ces outils
actuels de quoi? Tous ces outils performants pour faire ces opérations ici, équiper nos hôpitaux. Non, on bouffe l'argent dans des futilités et on laisse le pays mourir comme ça, petit à petit feu. Donc, nous devons équiper nos hôpitaux et prendre en charge nos malades de bonnes manières, comme on les fait partout ailleurs. Concernant la formation médicale, les formations médicales sont les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires et les zones de santé. Les personnels de santé sont organisés en ordre des médecins, en association des infirmiers, paramédicaux, laborantins, dentistes, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Malgré de nombreux efforts, les endémies et les pandémies restent redoutables. Le paludisme est très répandu, la lèpre, des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires reculent dans les milieux urbains. La tuberculose et la bilharziose persistent dans les milieux pauvres et ruraux. La persistance des autres maladies telles que la maladie du sommeil ou trypanosomiase, onchocercose, amibiase, rougeole, variole, verminose et le VIH-Sida. Le programme de vaccination élargi de vaccination est chargé d'éradiquer de certaines maladies, tandis que la Fondation Damien lutte contre la tuberculose et la lèpre. L'enseignement médical et la recherche, c'est là où nous allons chuter. Les universités forment des étudiants en médecine, tandis que les formations d'infirmières et d'infirmiers est faite par l'Institut d'enseignement médical ISTM, ainsi que par des écoles infirmières, Institut national de recherche biomédicale, INRB, effectue des recherches médicales sur les endémies et les pandémies au pays. Les problèmes de santé. Les problèmes de santé sont légion. Abonnez-vous. Partout où vous êtes, dites-nous, écrivez-nous pour dire que nous vous suivons à partir de telle province, à partir de tel village, à partir de telle ville ou à partir de l'étranger, tel pays, pour que nous puissions continuer à vous offrir des bonnes choses. Je disais que les problèmes sont légion, les délabrements des infrastructures et les manques de médicaments, l'insuffisance de personnel soignant à l'intérieur du pays, les mauvais traitements des personnels médicaux, des organisations dans l'approvisionnement pharmaceutique. Quelqu'un qui s'élève comme ça, il s'improvise dépositaire de quoi? Des produits pharmaceutiques. Une coexistence de plusieurs officines privées qui ne respectent pas la réglementation, la recrudescence de certaines maladies éradiquées, pas d'accès aux médicaments par la population. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que, à la limite, l'État puisse réhabiliter les dépôts nationaux de produits pharmaceutiques et organiser au moins ces domaines-là. Parce qu'il y a beaucoup de paparazzi, il y a beaucoup de parvenus, de parachutés qui sont dans ces domaines-là et qui ne comprennent rien et qui nous tuent. Réhabiliter les dépôts nationaux pharmaceutiques et que l'État soit le seul à importer les produits pour distribuer au pays. À part ça, nous proposons que l'État puisse équiper les hôpitaux
par des instruments sophistiqués qui peuvent nous aider à être ou à vivre en bonne santé. Et enfin, nous voulons que l'État puisse payer les agents, les infirmiers, les médecins au prorata du niveau international. C'est qu'on paye les médecins au niveau international, que cela arrive aussi ici. C'est qu'on paye les infirmiers au niveau international, que ça arrive ici. Afin que la conscience revenue, nous puissions vivre longtemps. Parce qu'on meurt comme des oiseaux. Même les oiseaux ne meurent pas comme ça. S'il vous plaît, abonnez-vous et restez branchés à notre chaîne. Je vous remercie.